Bonjour, bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI Slate TTSO qui décortique chaque semaine l'actualité politique américaine. Je suis Laurence Nardon et aujourd'hui, nous allons discuter avec Aurélie Rodriguez qui est responsable éditoriale des podcasts de Slate. Bonjour Aurélie. Bonjour Laurence. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Évidemment Laurence, aujourd'hui on va parler du Venezuela. Et la trêve des confiseurs n'aura pas duré. Le samedi 3 janvier, après des semaines de menaces venues de la Maison-Blanche, un commando des Delta Force a pénétré dans le palais présidentiel à Caracas pour y enlever le président Maduro et son épouse et les a conduits aux États-Unis. Et dès ce lundi 5 janvier, Nicolás Maduro a comparu devant un tribunal à New York. Ce dernier est visé par 4 chefs d'inculpation liés au trafic de drogue et à la possession d'armes. Cette opération, appelée Absolute Resolve, pose énormément de questions. Est-elle légale en droit américain et en droit international ? Quelle est désormais la situation politique au Venezuela ? Et quelles sont les réactions de la société vénézuélienne et de la société américaine ? Aurélie, tout d'abord, j'ai envie de faire une première remarque, c'est que ce retour du changement de régime dans la politique étrangère américaine est vraiment stupéfiant de la part de Trump, parce qu'il a quand même passé des années à blâmer ses prédécesseurs pour leur tentative à eux de régime change, notamment Bush en Afghanistan et en Irak, et Obama ensuite en Libye. On peut se demander alors pourquoi a-t-il lancé cette opération ? Eh bien oui, c'est parce qu'il ne l'a pas lancée pour les mêmes raisons. Obama et Bush, en leur temps, avaient tenté de ramener la démocratie dans les pays qu'ils visaient dans leur régime change. Mais aujourd'hui, avec Trump, on n'en est pas là du tout. Alors certes, il y a un fond d'opposition anticommuniste de Trump vis-à-vis du régime bolivarien au Venezuela. Mais ce qu'il a mentionné successivement dans ses raisons d'agir à Caracas, c'était tout d'abord la lutte contre le crime et les migrations illégales. Ensuite, il a beaucoup parlé du narcotrafic, rappelez-vous, à partir du mois de septembre, lorsqu'il a commencé à autoriser des frappes sur les navires vénézuéliens dans les Caraïbes. Et plus récemment, on n'entend plus parler que du pétrole, le pétrole volé, entre guillemets, par le Venezuela. Ce à quoi Trump fait allusion ici, c'est évidemment à la nationalisation des infrastructures pétrolières au Venezuela, qui certes avaient été construites et financées par des entreprises américaines. C'était dans les années 70. Donc ce que vous nous dites, c'est que la capture de Maduro, ce n'est pas du tout pour ramener la démocratie et les droits de l'homme au Venezuela. Absolument pas. Alors Trump a un petit peu mentionné la dictature de Maduro, mais en réalité, lorsqu'il parle des souffrances de la population vénézuélienne, c'est surtout pour dénoncer la pauvreté horrible dans laquelle les 25 ans de régime bolivarien ont plongé le pays. Et là-dessus, c'est vrai, il faut savoir qu'aujourd'hui, 60% des hôpitaux au Venezuela n'ont pas l'eau courante. Il y a eu un effondrement total de la société, de l'économie du pays. Et c'est vrai, on le sait, Trump pense toujours plus en termes de richesse et de profit qu'en termes de valeur morale. Et c'est donc le cas ici aussi pour le pétrole. L'accès aux ressources vénézuéliennes est très intéressant pour les entreprises américaines, non ? Ben oui, mais ce profit espéré du pétrole vénézuélien pour ces entreprises américaines, ça risque quand même d'être un petit peu plus compliqué. Pour 2 raisons. D'abord, les infrastructures sont très dégradées. Il va falloir beaucoup de temps et énormément d'argent pour les remettre au niveau. Les entreprises américaines, Chevron, ExxonMobil, etc., sont-elles vraiment intéressées ? D'autant plus que, et c'est mon deuxième point, le prix du pétrole aujourd'hui est relativement bas sur les marchés. On est aux alentours de $60 le baril. Est-ce que ça va valoir le coup de remettre en route ces infrastructures pétrolières au Venezuela ? Le fait de s'intéresser au pétrole vénézuélien, c'est peut-être aussi de signifier à la Chine et à la Russie que leurs approvisionnements en Amérique latine, c'est fini. Oui, là, il y a un aspect qui est très important, c'est tout ce qui tourne autour de la géopolitique du pétrole. J'ajoute un dernier élément, c'est que Trump espère aussi que tout ceci pourrait tirer encore le prix du pétrole vers le bas et donc diminuer le coût de l'essence à la pompe pour les ménages américains d'ici aux élections. Mais là, ça me semble quand même un petit peu illusoire. Les experts pensent que le pétrole vénézuélien ne sera pas remis en route de manière massive d'ici à novembre prochain. On s'interroge par ailleurs sur la légalité de l'opération en termes de droit international et en termes de droit américain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Laurence ?
Ce sont des questions qu'on se pose depuis septembre dernier, lorsque les frappes sur les bateaux ont commencé. Mais là, quand on enlève un dirigeant carrément dans son lit pour l'emmener devant un tribunal dans un autre pays, ces questions deviennent absolument brûlantes. Si on parle du droit international d'abord, les juristes autour de Trump évoquent une simple opération de police qui aurait été protégée par l'armée. C'est évidemment n'importe quoi. On ne peut pas enlever un dirigeant étranger sans mandat de l'ONU. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, pour Trump, il n'y a plus de droit international. Il y a tout simplement la loi du plus fort. Et si on parle maintenant du droit intérieur américain, là, c'est presque plus classique. Depuis des années, les présidents ont établi le fait qu'ils pouvaient agir d'abord et prévenir le Congrès après. Ce ne sont pas les élus républicains qui, aujourd'hui, dans l'ensemble, sont totalement inféodés à Trump qui vont dire le contraire. Parlons maintenant de l'évolution politique au Venezuela. Au lieu de faire appel à l'opposition démocratique, par exemple, on pouvait penser à l'opposante qui a reçu le prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, les États-Unis ont laissé Delcy Rodríguez, la vice-présidente de Maduro, au pouvoir. C'est quand même surprenant. Surprenant, c'est en effet le terme à employer. Delcy Rodríguez, qui est complètement chaviste sur la ligne de Maduro, a été nommée dès samedi par la Cour suprême vénézuélienne et elle a le soutien de l'armée. Le plan préparé par les États-Unis, qui parle d'élections dans 24 à 30 mois au Venezuela, n'est plus tellement mentionné depuis 2-3 jours. Comment expliquer tout ça? Alors, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent s'additionner. D'abord, ce que j'ai lu dans un certain nombre de journaux américains, c'est que Delcy Rodríguez aurait été la taupe dans l'entourage de Maduro qui a rendu possible son arrestation. En effet, ça semble impossible qu'une telle opération ait pu avoir lieu sans quelqu'un de l'intérieur qui ait pu aider les US. Et dans ce cas, le poste de présidente serait la récompense de Delcy Rodríguez après sa trahison. Deuxième raison mentionnée, Trump voudrait maintenir les chavistes au pouvoir parce qu'il veut avant tout de la stabilité politique dans le pays pour récupérer le pétrole au plus vite. Et puis enfin, on entend dire que Trump ne s'entend pas si bien que ça avec Maria Corina Machado, donc la prix Nobel de la paix, à qui il n'a pas parlé directement depuis le 10 octobre dernier. Donc bon, là-dessus, on va suivre ce qui se passe en termes politiques au Venezuela, mais une autre évolution sur laquelle on n'a pas de prise et très peu d'informations finalement, c'est l'attitude de la population vénézuélienne. On sait que 25% des habitants du Venezuela, c'est-à-dire à peu près 8 millions, ont fui depuis une quinzaine d'années à l'étranger. Alors chez eux, c'est la liesse. On a vu des scènes de joie à Madrid, à Miami, etc. Mais c'est à l'étranger. Et pendant ce temps-là, chez les Vénézuéliens qui sont restés au pays, l'ambiance n'est pas du tout la même. Beaucoup des habitants profitaient du régime et ont peur de ce qui peut se passer. Est-ce qu'ils veulent vraiment un changement politique? Qui plus est, un changement apporté par les États-Unis? Là, franchement, il y a une grosse inconnue. On va voir ce qui se passe dans les semaines qui viennent. Et justement, à propos de l'attitude de la population vénézuélienne, revenons aux États-Unis. Parlez-nous de la réaction de l'opinion publique américaine. Oui, Trump avait fait campagne en 2016 et ensuite sur le thème de l'Amérique d'abord, America First. Les États-Unis allaient rentrer chez eux, c'était un projet de nationalisme, de repli. Avec cette opération de changement de régime à Caracas, Absolute Resolve, on a vraiment une trahison de cet engagement qui semble assez dangereuse dans le contexte des élections de novembre prochain. Surtout si on ajoute dans la balance l'affaire Epstein, l'état de santé de Trump qui semble quand même un petit peu fatigué ces temps-ci, les problèmes autour de l'inflation, ce que les Américains appellent l'affordability. Donc tout ceci dessine une ambiance politique plutôt négative pour le camp Trump en ce début 2026. En même temps, on sait bien que l'emprise de Donald Trump sur la base MAGA est très forte depuis plus de 10 ans. Est-ce que c'est maintenant que cette base va enfin se rebeller? Franchement, je n'ai pas de boule de cristal, on n'en sait rien. On le verra avec le résultat des élections, mais il faut attendre novembre prochain. Donc ça, c'était l'opinion publique américaine. Et qu'en disent les élites du Parti républicain? Les réactions sont contrastées. Il y a les pour, comme le secrétaire d'État Marco Rubio, qui est un républicain traditionnel plutôt enclin à l'interventionnisme militaire à l'étranger. En plus, il est d'origine cubaine, donc la lutte contre le communisme latino-américain, ça lui parle. On a vu aussi aux côtés de Trump ces derniers jours Lindsey Graham, qui pour le coup est un néoconservateur vraiment à 100%. Ça, c'est pour les têtes de pont. L'essentiel des élus trumpistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, approuvent cette action. Bon, ils approuveraient sans doute n'importe quoi si c'est Trump qui s'en occupe.
Autre personnage important, que dit le vice-président J.D. Vance ? Alors lui, au contraire d'un Lindsey Graham, il est très isolationniste, très opposé aux interventions à l'étranger et donc il est contre, a priori, cette opération à Caracas. Mais comme il joue son avenir politique, il prépare les élections de 2028, il se voit comme le successeur naturel de Trump, eh bien il reste loyal au président. Il a donc fini par dire qu'il approuvait l'opération Absolute Resolve, tout en mettant en avant la question de la lutte contre le narcotrafic, parce que ça lui permet de souligner sa proximité avec les classes moyennes américaines, celles qui souffrent avant tout du trafic de drogue. Et est-ce qu'il y a des oppositions plus nettes, que ce soit dans le camp républicain ou dans le camp démocrate ? Bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'aux États-Unis, personne ne pleure sur Maduro, tout le monde sait que c'était un dictateur vraiment abominable. Mais chez les démocrates, il y a une condamnation générale absolue de la méthode de l'enlèvement du dirigeant étranger. Et quelques voix chez les républicains, elles sont rares, mais elles sont quand même très audibles, s'élèvent pour condamner aussi cette opération. Steve Bannon, cet influenceur d'extrême droite qu'on connaît bien, a salué le succès de l'opération de samedi, mais il se demande si elle n'engage pas un retour, j'ouvre les guillemets, au fiasco comme en Irak sous Bush. Et donc ça, c'était dans son podcast War Room le 3 janvier. Et enfin, il y a 2 élus républicains qui dénoncent une trahison claire et nette de la base MAGA avec ce retour du changement de régime. Il s'agit de la représentante de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, et du représentant du Kentucky, Thomas Massie. Donc 2 républicains. Elle avait déjà pris ses distances avec le président Trump dans le contexte de l'affaire Epstein, au point de démissionner, c'était lundi 5 janvier, de son siège à la Chambre. Et Thomas Massie, lui, de son côté, va faire face à un opposant totalement financé par le camp trumpiste dans des primaires qui auront lieu le 19 mai prochain. Alors nous, en Europe, on s'inquiète tous maintenant du Groenland, car Trump continue à dire qu'il veut s'en emparer. Mais pour conclure sur cette histoire du Venezuela, quels enseignements peut-on en tirer à ce stade, Laurence ? J'en vois plusieurs. D'abord, en termes de politique intérieure américaine, ce qu'on voit, c'est que la base électorale du président semble rester toujours sous emprise, tandis que les élus qui expriment une opposition doivent en payer le prix politique. On le voit avec Marjorie Taylor Greene et Thomas Massie. Par ailleurs, on voit de plus en plus apparaître des failles au sein du mouvement MAGA, des failles notamment sur les questions de politique étrangère. On l'a vu sur la question du soutien à Israël, de l'antisémitisme ces dernières semaines, on le voit aujourd'hui sur la question du régime change au Venezuela. Il va donc être absolument passionnant de voir comment ce mouvement évolue dans les mois, dans les années qui viennent, notamment pour 2028, les prochaines présidentielles. Et on sera là pour suivre tout ça à vos côtés, Laurence, et aux côtés de Romain Dessalles, qui reviendra très prochainement dans New Deal. Merci Laurence. Merci Aurélie, à très bientôt. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.